Bonjour, m'entend? Parfait. Bah, écoutez, bonjour tout le monde. On va commencer comme ça, on va essayer de finir à l'heure. Déjà, merci d'être là aussi nombreux, ça me fait très plaisir. Surtout à cette heure de la journée où on commence à peut-être être un peu fatigué. Et surtout pour une conférence qui contient ce mot-là dans ce titre-là. ChatGPT, ça fait quasiment maintenant 1 an et quelques mois qu'on entend ce mot 10 fois par jour et qu'on peut commencer à en avoir un petit peu marre. Moi également. Mais rassurez-vous, je vais essayer de pas trop prononcer ce mot-là. L'objectif, c'est justement d'essayer de construire ça soi-même. Je m'appelle Hugo Vassa. Je suis de Nantes. C'est la première fois que je foule le sol tourangeau, communément appelé pays de la rillette dans tout bon livre d'histoire qui se respecte. Et je suis data scientist et data ingénieur. Donc voilà, moi je suis plutôt sur la partie IA, mais je fais également des data platforms. Et quand je ne travaille pas, je suis assez fan de danse. Je fais de la danse swing de couple qui s'appelle le Lindy Hop et le Charleston. Et quand je ne travaille pas et que je ne danse pas, je suis assez fan de sensations fortes. Donc tout ce qui est grand 8, saut en élastique, en parachute, c'est carrément mon truc. Donc c'est tout autant de sujets que vous pouvez venir aborder avec moi. Ça me fera très plaisir. Sinon, un peu plus sérieusement, de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, vous avez tous déjà utilisé ChatGPT. On a tous des documents, que ce soit des documents perso ou des documents plus d'entreprise. L'idée, ça va être d'essayer de faire un peu la fusion entre les deux, d'avoir un ChatGPT sur lequel on peut uploader nos documents et poser des questions dessus et obtenir des réponses avec le contenu de ce qu'on lui a fourni. Donc techniquement, ce genre de tâche, ça s'appelle une RAG, une Retrieval Augmented Generation. Vous comprendrez peut-être avec ce que je vous raconte d'où vient ce nom-là. Et j'ai récemment travaillé sur pas mal de projets, donc en voilà quelques-uns. J'ai créé un chatbot qu'on a appelé SalesGPT parce que c'était destiné à des commerciaux où ils pouvaient uploader des appels d'offres publics et poser des questions du genre quelles sont les deadlines, quelles sont les durées, les montants des marchés, enfin des informations qu'ils recherchent d'habitude manuellement dans ces documents qui sont généralement assez longs. Ensuite, on a répliqué ça sur un autre cas d'usage, pour cette fois une équipe qui lisait toute la journée des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété. Bon, déjà, je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord pour faire 1 minute de silence pour ces personnes-là, parce que c'est quand même pas un métier bien sympa. Et du coup, ce chatbot qui permet de récupérer des informations, comme les syndicats qui succèdent, les différents budgets qui sont votés, les résultats de vote, c'était carrément quelque chose d'utile pour eux. Donc c'est comme ça qu'on a amené à faire ça. Et puis sinon, un peu plus exotique, j'ai participé à un des concours organisés par AWS suite au lancement de leur service d'IA générative qui s'appelle Bedrock. Grosso modo, j'ai reconstruit la même chose, mais avec cette fois un peu plus de briques AWS à proprement parler. Et du coup, c'est un peu enrichi de ces différents projets qu'aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment ce genre d'application de chatbot avec des documents, ça fonctionne, comment ça se construit, et puis également vous donner des petits chiffres clés, des conseils ou des choses que j'ai pu apprendre de mes différents projets sur lesquels j'ai bossé. Donc voilà un peu l'ordre du jour, on va dire, mais avant de parler de tout ça, je vais procéder un peu à l'envers, et je voudrais commencer par une démonstration. Alors pourquoi la démo? Parce que moi déjà en tant que personne qui assiste à une conférence, c'est toujours la partie que j'attends avec impatience. Et puis en plus de ça, je pense que ça vous permettra de comprendre mieux les explications que je vous donnerai après. Ok? Donc écoutez, je vous propose de partir sur la partie démonstration et de vous amener sur la petite interface que j'ai créée pour le chatbot que j'ai fait dans le cadre du concours AWS justement. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a écrit AWS Q&A chatbot tout en haut. Donc vous voyez qu'on a un onglet conversation où il va se passer grosso modo ce que vous pouvez imaginer. Et on a un onglet détails techniques avec pas mal de mots, voilà, vector store, chunk overlap, embedding, LLM, qui peut-être probablement ne vous parlent pas, et c'est normal, à moins que vous soyez renseigné plutôt sur le sujet. Mais je fais le pari qu'à la fin de la présentation, on revient dessus et que normalement tous ces mots-là sont clairs pour vous et que vous voyez à quel moment et à quoi ça sert. Donc on va plutôt se concentrer sur cette partie-là, conversation. Donc on a une partie là où on va venir uploader les fichiers sur lesquels on va poser des questions. Et puis ensuite, tout le reste va se passer juste en bas. Donc pour montrer les différentes fonctionnalités, je vais partir sur 2 exemples. Un avec des documents très bateaux et un autre avec plus orienté use case client, on va dire. Donc écoutez, je vais commencer ça. Je vais uploader 2 fichiers. Ces 2 fichiers, alors on a un fichier texte et on a un fichier PDF. Donc ils sont tous les deux liés parce qu'ils parlent tous les deux de la marque Brandt. C'est une marque d'électroménager que peut-être vous connaissez. Le premier, le fichier texte, c'est l'extrait de la page Wikipédia de la marque. Donc vraiment très basique. Et le second, le PDF, c'est en fait un manuel d'utilisation d'un des fours de cette marque-là. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va venir poser des questions.
Donc voilà, j'ai uploadé mes fichiers, c'est bon, et du coup je vais pouvoir poser des questions. Je vais commencer en demandant quand est-ce que la marque a été créée. Donc when was the company created? Donc là, ça charge et il devrait nous fournir des informations en se basant sur le contenu qu'il a vu dans le texte. Donc il nous dit que la marque a été fondée en 1924 par Garbrand, blablabla, qui a été originellement spécialisé dans la fabrication d'armements légers. Des AK-47 au four, il n'y a qu'un pas. Et si je tape 1900... C'est quoi la date qu'il nous a dit? 1924? Non, je ne sais plus, attendez. 1924, c'est ça. Tac, tac, tac. CTRL F. 1924. Voilà, c'est bien la bonne information qu'il nous fournit, donc il ne nous a pas pipoté, on est plutôt content de nous. Je vais poser une deuxième question, cette fois sur l'autre fichier, plutôt le PDF du four, et je vais demander what are the characteristics of the light bulb. Donc on va imaginer que je suis un utilisateur qui n'est pas content parce que la lampe de fond four vient de claquer et que je veux la réparer, et du coup j'aimerais savoir quel modèle je dois acheter. Donc là il nous dit les caractéristiques sont voilà, 15 watts, 220, 240 volts. Et si je vais retourner dans mon PDF et que je cherche bulb, voilà, on a bien l'info là, 15 watts, 220, 240 volts, 300 degrés, donc tout va bien, il ne nous a pas pipoté. Donc justement, pour éviter d'avoir à faire ce va-et-vient entre les fichiers, parce que c'est justement ce qu'on veut vérifier, enfin ce qu'on veut éviter plutôt, vous avez peut-être remarqué que sur la droite, on a un onglet source juste là, qui s'actualise à chaque fois qu'on pose une question et qu'on a une réponse, et qui contient les 10 extraits de texte qui ont été utilisés justement pour générer la réponse qu'on a là. Donc si l'information qui nous dit dans la fenêtre là n'est pas contenue là-dedans, on sait qu'il nous raconte du pipeau et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais là, vous voyez que cette information-là, on la retrouve bien ici. C'est même la partie de texte qui a obtenu le score de pertinence le plus haut. Donc on peut avoir confiance dans notre réponse et tout va bien. Je vais poser une dernière question, la même, mais cette fois en français. Quelles sont les caractéristiques de l'ampoule du four? Pour vous montrer que le chatbot est capable de comprendre différentes langues grâce au fait qu'on utilise des modèles multilingues derrière. Vous voyez, on obtient les mêmes informations, mais cette fois en français, tout va bien. Donc, je vais partir du coup sur l'autre exemple. Je vous avais dit qu'il était un peu plus orienté use case client. Effectivement, parce que je vais uploader un fichier PDF qui est un peu différent des précédents d'ailleurs, parce que c'est un fichier PDF qui a été imprimé. On a fait des annotations dessus, notamment on a signé des choses, on a paraphé. Et du coup, au moment de l'extraction du texte, on va devoir faire appel à une brique OCR pour extraire le texte. Et c'est comme ça que, vous voyez, le temps de chargement est plus long que précédemment. Et donc, je vous disais, un peu plus orienté use case client, parce que ça, c'est typiquement un des procès-verbaux d'Assemblée Générale de Copropriété que nos amis de tout à l'heure étaient amenés à feuilleter pour chercher des informations dedans. Donc, je ne peux pas vous le montrer pour des raisons de confidentialité. Par contre, j'ai une partie qui ne contient aucune info que je peux vous montrer ici, voilà, qui contient des détails sur un vote d'un budget qui a été fait pour l'année 2023. Et donc, c'est là-dessus qu'on va venir l'interroger ensemble. Donc voilà, mon upload est terminé. Je vais poser une question. Du coup, je vais dire quel est le budget voté pour 2023, qui était l'année qu'on a vue ensemble. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, il doit nous sortir 18 500 €. Et c'est bien l'information qu'on a, donc tout va bien. Et encore une fois, on peut feuilleter ici pour retrouver l'information. Et je vais poser une dernière question qui va me permettre d'illustrer la dernière fonctionnalité du chatbot. C'est sa capacité à se souvenir des messages qu'on a envoyés précédemment et pas sans arrêt faire une nouvelle question en rappelant le contexte. Donc du coup, je vais dire « et pour 2022 » pour connaître le budget voté en 2022. Et si l'intelligent ne va pas tomber dans le piège, parce que normalement, le document que je lui ai envoyé ne contient que des données pour 2023. Il nous dit « je ne dispose pas d'informations spécifiques sur le budget voté pour 2022 ». Donc tout va bien. Je suis content, je n'ai pas eu d'effet démo, ce qui n'était pas forcément gagné avec des IA. Et du coup, je vais pouvoir retourner sur la partie ici et maintenant vous fournir un peu du coup des explications sur comment tout ça fonctionne et comment j'ai pu construire tout ça. Avant de vous donner un peu le détail des explications, je voudrais juste vous introduire une technologie qui est vraiment au cœur de la démo que vous venez de voir, qui s'appelle LangChain. Et c'est un framework qu'on utilise lorsqu'on veut créer des applications qui utilisent des LLM. Alors les LLM, on n'a pas encore défini ensemble ce que c'était, on va le voir tout à l'heure, mais pour le moment, dites-vous que c'est un modèle d'intelligence artificielle qu'on utilise typiquement quand on fait des chatbots. Donc LangChain, ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, il y a un peu plus d'1 an et demi, c'est open source. Vous pouvez l'utiliser pour coder avec Python et JavaScript.
Et surtout, il est fait d'une façon hyper intelligente, avec des API un peu communes, qui va vous permettre rapidement de remplacer des briques logiques. Par exemple, à un moment, si vous allez vouloir passer de GPT à Llama 2, de la façon dont il est construit, ça va être assez rapide à faire, et vous pourrez tester relativement facilement ces différentes choses. Donc voilà, et quand est-ce qu'on utilise LangChain? Quand on a différentes tâches, par exemple des tâches de synthèse de texte, vous voulez résumer des choses, des chatbots plus récréatifs, on va dire, de l'obtention de réponses en se basant sur des documents, et puis de l'analyse de données plutôt structurée. Donc avec le cas d'usage que je vous ai montré aujourd'hui, on est clairement sur du document question answering. Et donc avec LangChain, ce qu'on va devoir implémenter comme workflow, c'est celui-ci. Donc il est un peu costaud dans un premier temps, donc moi je vous propose de ne pas trop le regarder pour le moment, et de le découvrir étape par étape et de le construire ensemble, et vous verrez que normalement ça sera un peu plus digeste pour vous. Du coup, je vous propose de commencer par le commencement et de vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on upload un fichier. Vous avez vu que tout à l'heure il y avait un moment de chargement, donc concrètement qu'est-ce qui se passe? On va avoir trois étapes qui vont se succéder. La première, ça va être ce qu'on va appeler document loading. Donc concrètement, on va charger notre fichier et du coup extraire le texte qu'il contient et également des métadonnées, comme par exemple le nom du fichier duquel on a extrait le texte. Ces informations-là, informatiquement, on les représente plutôt sous un objet. Donc ça, c'est un objet de la librairie LangChain et du coup, il regroupe nos deux informations, le texte qu'on a extrait et les métadonnées, donc notamment le nom du fichier. Alors évidemment, si vous avez plusieurs fichiers, vous avez plusieurs étapes de chargement qui se font en parallèle et vous obtenez plusieurs objets à la fin. Et au niveau du loading, concrètement, comment on fait l'extraction de texte? Eh ben, nous, on n'a pas grand-chose à faire finalement, puisque LangChain, encore une fois, comme il n'est pas trop mal fait, il nous met à disposition des chargeurs de documents, donc comme des connecteurs, qui vont nous permettre, avec un text loader, de charger des fichiers texte, avec un PDF loader, de charger des PDF, etc., etc. Mais ça, vraiment, en voici 3 exemples, mais vous en avez un paquet dans LangChain. Ça inclut pas mal de document loader pour des fichiers plats, pas que des données non structurées, vous voyez, on a aussi du CSV, semi-structuré avec du JSON, etc. Mais également carrément des document loader qui sont liés à des endroits où peuvent se trouver les données, par exemple sur du cloud, la S3, Blob Storage, BigQuery, etc. Ou carrément pour des applications entières. Je pense notamment, vous voyez, à Discord, on a Git, Slack, Notion, Airbyte, etc. Donc si vous posez un peu la question de quels sont les use cases que vous allez pouvoir traiter, peut-être dans votre entreprise ou perso, je pense que c'est un bon point de départ d'aller feuilleter ces document loader-là et savoir qu'est-ce qui est pris en charge. En sachant que même s'il y a quelque chose qui n'est pas supporté, vous avez toujours cette porte d'extraire ça sous un format PDF ou TXT pour revenir à quelque chose qui est supporté par LangChain. Donc tout ça pour dire, première étape, on extrait le texte et les métadonnées. Deuxième étape, assez simple, on va découper le texte qu'on a extrait en morceaux. Donc en gros, on va obtenir quelque chose plutôt dans ce genre-là. Alors vous voyez que ce n'est pas fait au hasard et à l'arrache, ça a l'air plutôt bien organisé. Effectivement, on va avoir 2 paramètres sur lesquels on va pouvoir venir jouer. Le premier, c'est écrit en tout petit, chunk size. Bon, il est assez clair, ça va être la taille des différents morceaux que vous allez avoir. Et le second, peut-être un peu plus subtil, chunk overlap. Ici, on a mis comme paramètre 20. Et ça va vouloir dire que pour un chunk donné, les 20 derniers caractères du chunk vont également être les 20 premiers caractères du chunk d'après. Donc concrètement, si vous avez une longue chaîne de texte qui représente un fichier, et que vous allez positionner deux chunks, ils ne vont pas être côte à côte comme ça, ils vont se superposer légèrement. Pourquoi on fait ça? On se dirait déjà ça introduit de la redondance dans nos données, donc c'est pas forcément fou. Mais en fait, ça va être utile parce que si vous avez une information hyper cruciale dans un document et qui se retrouve potentiellement coupée entre 2 chunks, peut-être qu'on aura du mal à obtenir cette info en posant des questions dans le chatbot par la suite. Donc voilà, cette redondance, elle est vraiment utile pour éviter cette perte d'information. Bon, étape 2, découper le texte. Et étape 3, on va venir convertir chaque morceau de texte en une représentation numérique qu'on appelle un vecteur. Et cette opération de passage de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle un embedding. Okay, et donc une fois qu'on a tous ces vecteurs, qui sont d'ailleurs assez pratiques, parce que l'opération d'embedding est hyper intelligente, parce que si vous avez 2 chunks en entrée qui sont plutôt proches parce qu'ils parlent du même sujet par exemple, et ben leur représentation numérique également mathématiquement ne vont pas être loin. Et du coup on va retrouver cette proximité qu'on peut avoir dans nos chunks initiaux. Et donc une fois qu'on ouvre tous ces vecteurs, on va mettre ça dans une base de données qu'on appelle du coup un vector store. Et le vector store, il va nous servir par la suite, comment vous le verrez. Donc le vector store, quelle technologie vous pouvez utiliser? En voici quelques-uns
par exemple Open Search Service, Cassandra ou Files, qui est celui de Meta. Et c'est quelque chose que vous pouvez facilement remplacer dans LangChain. Vous voyez, on retrouve le petit dessin que je vous avais montré au début. Et vous en avez également une petite collection que vous pouvez utiliser. Je vous conseille de regarder ça. Je reviens juste 2 secondes sur l'opération d'embedding. C'est également quelque chose que vous allez pouvoir facilement remplacer dans LangChain. Quelques exemples, vous pouvez utiliser le modèle d'OpenAI qui s'appelle Ada 2. C'est pas le plus récent d'ailleurs, ils en ont sorti il y a pas très longtemps. Ou bien celui d'AWS qui s'appelle Titan, ou bien n'importe lequel qui est trouvé sur Hugging Face, et ainsi de suite. Vous en avez également une collection que vous pouvez utiliser et facilement remplacer. Ok, et écoutez, j'ai une bonne nouvelle. On a déjà parcouru une grosse partie du workflow qu'on a vu ensemble. Donc si on résume, étape 1, on a nos fichiers, on extrait le texte et les métadonnées. Étape 2, on va découper le texte qu'on a obtenu. Et étape 3, pour chaque morceau de texte, on va le convertir en une représentation numérique qu'on appelle un vecteur. Et on stocke ça dans une base de données qu'on appelle un vector store. Ok? Jusque-là, ça va, c'est pas trop savant. Écoutez, on part du coup sur la deuxième explication qui est peut-être la plus importante. Comment ça marche l'obtention d'une réponse et comment diable ce chatbot arrive à nous répondre? Vous allez peut-être être content parce qu'on va enfin parler de ce fameux, attention, il est là, il est beau, le LLM. Je pense que c'est un des buzzwords les plus connus de l'IA générative en ce moment. Et LLM, il est vraiment utilisé ici. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire Large Language Model. Bon, comme son nom l'indique, il a été entraîné sur énormément de données. On ne parle pas de giga ou téra, hein, c'est vraiment des dizaines de milliers de pétaoctets. Et son job à ce modèle d'intelligence artificielle, c'est que lorsqu'on lui donne une phrase, un texte, il va prédire les mots qui viennent après. Alors techniquement, on ne dit pas trop le mot justement, on dit plutôt token. Et on n'a pas exactement l'équivalence de un mot égale un token, mais franchement, dites-vous que c'est des mots et vous comprendrez très bien pour le reste. Ça vous embrouillera plus qu'autre chose. Comme il est capable comme ça de générer du texte, on dit qu'il appartient à la famille des IA génératives, mais il faut bien comprendre que LLM ne veut pas dire IA générative, c'est vraiment inclus dans l'ensemble des technologies. Bon, et puis voilà quelques exemples des LLM connus, GPT, Llama 2, Claude, etc. Mais je pense que celui que vous avez probablement le plus utilisé aujourd'hui, c'est GPT, via la fameuse application ChatGPT qu'on connaît tous. Et ChatGPT, il est capable de répondre à des questions comme quand est-ce que Victor Hugo il est né? Parce que quand on l'a entraîné, dans ces données, il y avait un moment, probablement la page Wikipédia de Victor Hugo, ou une biographie, ou un truc dans ce genre-là qui contenait l'information. Mais donc nous, quand on va vouloir, sur notre cas d'usage, je prends l'exemple de CoProGPT, là, les gens qui lisent les procès-verbaux d'AG, poser des questions du genre quel est le budget voté pour 2023 ? Le LLM, il n'a pas l'info, il n'a pas été entraîné dessus. Donc au mieux, il vous répond je ne sais pas. Au pire, il vous répond quelque chose complètement inventé à côté de la plaque et on dit qu'il fait une hallucination. C'est un mot qu'on retrouve souvent dans l'IA générative. Du coup, on va devoir trouver un moyen d'inclure nos documents, nos données, dans la base de connaissances de ce LLM. Donc, il reste à se poser la question de comment on fait ça. On peut se dire, du coup, je fais un genre de réentraînement pour réussir à inclure mes données dans cette base de connaissances. Et comme ça, quand je lui pose des questions, il me répond dessus et tout ça. Alors sur le papier, ça peut marcher. Par contre, ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que, imaginez, ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur il se connecte à notre site, là, il upload un fichier, on lance l'entraînement d'un modèle. Donc déjà, niveau expérience utilisateur, il va falloir qu'il soit patient avant de poser des questions. Et puis en plus, je ne parle même pas de la catastrophe écologique que c'est d'entraîner un modèle pour chaque utilisateur sur notre site. Du coup, on va devoir trouver un autre moyen de réussir à inclure nos données dans cette base de connaissances du LLM. Et finalement, on n'a plus trop de choix. La seule chose qui nous reste, c'est de modifier ce qu'on va lui envoyer. Et la solution, ça va non pas être d'uniquement lui envoyer la question, mais également de lui donner les documents sur lesquels on pose la question. Donc d'inclure les documents dans notre question. Ça peut paraître un peu bizarre la première fois qu'on voit ça. On se dit, ok, si j'ai des petits documents, ça va marcher, mais si moi j'ai des millions et des millions de pages, je ne peux pas envoyer mes millions et millions de pages à chaque fois que j'envoie une question à un LLM. Et vous avez raison. Il n'a pas une capacité d'entrée infinie, c'est ce qui s'appelle la taille de contexte. Alors on commence à avoir des contextes de plus en plus gros pour ces LLM, mais à un moment, ça peut forcément dépasser cette limite. Donc plutôt que d'envoyer tous nos documents, on va inclure des parties de documents. Tant qu'à faire, les parties qui sont les plus susceptibles de contenir la réponse. Et du coup les plus pertinents par rapport à la question. Bon, on a déplacé le problème, maintenant il reste à savoir comment on sélectionne dans tout notre vector store, qui contient plein de morceaux de texte, quels sont ceux qui sont les plus pertinents par rapport à la question de l'utilisateur. Et pour résoudre ça,
la solution, on la connaît déjà, puisqu'on va faire encore une fois une opération d'embedding. On va faire cette conversion de texte à des nombres, mais cette fois pas sur un morceau de texte, mais directement sur la question de l'utilisateur. Comme ça, on va obtenir un vecteur, une suite de nombres qui représente la question. Et comme on a utilisé la même opération que précédemment, et que souvenez-vous, ça conserve cette idée de distance entre les différents textes, on va pouvoir venir comparer ce vecteur à tous ceux qu'on a dans notre vector store et récupérer, par exemple, les 4 morceaux de texte qui sont les plus proches de la question et qui, du coup, par nature, sont susceptibles d'avoir la réponse. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, grosso modo, on va le réunir avec la question et on va envoyer tout ça au LLM en lui disant « Écoute mon coco, voilà des morceaux de texte, voilà une question, maintenant utilise les documents pour répondre à la question. » Ok ? C'est pas plus savant que ça. Hein. Alors dans les faits, on fait ça de façon un peu plus structurée que ce que je viens de vous dire à l'oral. On utilise un joli template de questions qui s'appelle un prompt. Vous avez peut-être entendu parler de prompt engineering. Justement, ça a un rapport à ça, c'est cet art en quelque sorte de réussir à faire un template qui est le plus idéal pour obtenir des réponses précises et les plus adéquates avec ce qu'on s'attend. Et donc voici un exemple de prompt. Vous voyez qu'on a une partie tâche ici, là, où on lui dit à ce LLM que du coup, c'est plus un LLM, et on lui dit, t'as un chatbot qui va répondre à des questions sur des fichiers que t'ont uploadé les utilisateurs. Tu vas avoir dans la partie context document les parties de documents qui sont les plus pertinentes. Tu n'as pas le droit de donner des informations si l'info n'est pas présente dans ces context documents. Et puis justement, on donne les context documents ici qu'on va venir copier-coller. On a ensuite une petite partie instruction, on lui dit que son job, ça va être de générer la réponse à la question dans la langue de l'utilisateur, en se basant sur les documents de contexte. Et puis une partie question, on va venir copier-coller la question de l'utilisateur. Et juste à la fin, on termine par réponse de points, et c'est la fin de notre prompt. Et ça, réponse de points, c'est pas mal important, parce que, souvenez-vous, je vous avais dit, le job du LLM, ça va être lorsqu'on lui envoie un texte, de prédire les mots qui arrivent après. Et du coup, en finissant par réponse de points, il va avoir qu'une envie, le truc, c'est de répondre à la question. Et du coup, c'est comme ça qu'en additionnant ces deux trucs, on va obtenir un joli gros message. Alors, pas mal costaud, vous voyez. Finalement, la question, c'est plus qu'une goutte d'eau. Hein. Et c'est ça, précisément, qu'on va envoyer au LLM. Alors, on le cache à l'utilisateur, bien sûr. Lui, il a l'impression qu'il y a juste la question qui est envoyée. Mais derrière, c'est vraiment tout ça qui est envoyé. Et c'est comme ça, parce que le LLM est aussi très intelligent et que c'est un modèle d'intelligence artificielle très avancé, qu'il est capable de nous dire que le budget voté pour 2023, c'est 18 500 €. Et là, on est plutôt content parce qu'on a un chatbot qui répond à des questions sur nos propres documents. En parlant du LLM, c'est également une brique qu'on peut facilement changer, que vous avez un peu spoilé au début dans LangChain. Voici quelques-uns des providers disponibles dans LangChain les plus connus, voilà OpenAI, Bedrock et le service d'IA d'AWS, mais aussi d'autres cloud providers disponibles. Puis il y en a toute une palanquée que vous pouvez utiliser en fonction de vos différents critères de choix au niveau des LLM. Eh bien écoutez, j'ai encore une bonne nouvelle. On a complété ensemble la dernière partie de notre schéma. Donc on s'est arrêté là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une question? Souvenez-vous, on la convertit ensuite de nombre, un vecteur. On convertit ce vecteur avec tous ceux qu'on a dans notre base de données ici. On vient récupérer ceux qui sont les plus pertinents. Et ça, on met tout ça joliment en forme avec un template de questions qu'on appelle un prompt. Et on envoie ça au LLM. Et lui, il nous donne la réponse. Et il n'y a plus qu'à sortir le champagne. Donc écoutez, moi en fait finalement j'ai fini de vous expliquer comment ça fonctionne concrètement derrière tout ça. Donc il ne me reste plus qu'à vous donner quelques petits tips, des conseils ou des difficultés que j'ai pu avoir sur mes différents projets, si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de projet ou juste pour votre culture générale, disons. Bon, première info et pas des moindres, au niveau des coûts. Qu'est-ce que ça coûte de faire ce genre d'application? Bon, sans surprise, on a deux coûts là-dedans. On a des coûts qui sont liés à l'IA, parce que par exemple on utilise des modèles qui ne sont pas gratuits, ils sont payants, et des coûts d'infrastructure. Alors au niveau de la partie IA, ça va être assez difficile de savoir précisément combien vous allez payer. Pourquoi ça? Parce que quand on utilise un modèle payant, comme par exemple GPT, vous allez payer en fonction de la longueur du message que vous lui envoyez. Et vous allez également payer en fonction de la longueur du message que vous recevez. Donc ça fait déjà pas mal d'aléatoires dans le workflow. Surtout quand on pense que c'est les utilisateurs qui tapent la question et qui du coup décident de la longueur du message. Donc voilà, par contre, on peut réussir à faire des petits calculs intermédiaires et avoir une espèce d'estimation. Donc je me suis prêté au jeu et j'ai fait une espèce de petite calculatrice pour au moins donner un ordre de grandeur et savoir combien ça coûte une application dans ce genre-là. Donc je vais vous montrer ça, c'est assez basique, hein, c'est un fichier Excel. C'est assez gros, vous voyez, ou il faut que je zoome?
C'est bien? Ok, ça marche. Donc on a toute une partie en bleu et là-haut, là, on va pouvoir renseigner différentes informations et les calculs vont se baser là-dessus. Par exemple, on va pouvoir renseigner le nombre de questions qu'on a envie de poser, donc disons 1000. Le nombre de pages de documents qu'on veut inclure dans notre vector store, donc disons que j'ai 1000 pages, alors ça peut être 10 PDF de 100 pages, ou ce que vous voulez. Généralement, combien de caractères fait ma question? Généralement, combien de caractères fait ma réponse? Alors c'est des estimations tout ça, hein. Vous voyez que tout ça, les calculs, ça se base encore une fois sur des estimations, donc même si on a un chiffre, ce ne sera pas forcément précis. Et après, il me reste à renseigner les différents coûts des modèles que je veux utiliser, si tant est que ce sont des modèles payants. En disant qu'ici je pars sur un des modèles d'OpenAI qui s'appelle Text Embedding 3 Small et qu'au niveau des LLM, je vais utiliser GPT 3.5. On a tout un tas de calculs intermédiaires que je vais vous épargner pour des raisons de temps et de complexité. Et à la fin, on se retrouve avec une estimation de combien peut coûter notre application. Et du coup, vous voyez qu'au niveau du coût pour 1000 questions, 1000 documents avec ces longueurs-là et ces modèles-là, ça va nous coûter moins de 5 €. Donc c'est encore abordable. Vraiment, d'expérience, je vous recommande vraiment de vous prêter à ce genre d'exercice déjà en amont de votre projet et également à chaque fois que vous avez envie de changer potentiellement de modèle pour savoir si vous avez un risque au niveau de votre projet parce que vous pouvez vous retrouver avec des coûts assez conséquents. Par exemple, en vous disant juste j'ai envie de passer de GPT 3.5 à GPT 4 parce qu'après tout, on me dit qu'il est plus performant et du coup, je vais obtenir des réponses plus précises. Ouais, mais c'est pas sans conséquence. Vous voyez qu'on n'est plus du tout à 3 €, mais que c'est légèrement plus cher. Donc vraiment, gardez ça en tête. N'oubliez pas la partie FineUp sur des projets d'intelligence artificielle générative, c'est vraiment essentiel. Donc avec tout ça, j'ai parlé de coûts pour la partie IA, il y a aussi des coûts pour la partie infra. Ça va être assez difficile de vous donner des estimations parce que ça va vraiment dépendre de la taille de votre projet, combien d'utilisateurs, quelles sont les volumétries de données impliquées, etc., etc. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je passe à la partie 2 qui concerne les architectures et je vais vous donner le coût associé estimé à chaque fois. Le truc le plus simple que vous pouvez construire, je pense que c'est quelque chose comme ça. Vous avez un serveur central. Alors je suis habitué à travailler avec AWS, donc c'est des services d'AWS, c'est EC2 qui permet d'avoir des serveurs. Et voilà, vous avez votre vector store que vous stockez en local sur votre serveur. Si jamais il y a besoin de faire de l'OCR, vous faites appel à une brique qui coûte rien. Et vous faites appel à des modèles d'intelligence artificielle générative, comme par exemple OpenAI ou ce que vous voulez. Et du coup, le seul coût d'infra que vous avez à ce moment-là, c'est le serveur. Et voilà une estimation, environ 800 $ l'année pour un serveur qui devrait tenir le coup et qui est allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autre exemple d'architecture, grosso modo la même, mais avec cette fois un peu plus de services AWS. C'est celle que j'ai utilisée pour la démonstration. La grosse nouveauté au niveau de l'infra, c'est qu'on a introduit un service de Vector Store qui est vraiment plus prod ready et qui est là pour des gros volumes. Et du coup, c'est là-dessus que le coût va augmenter. On va être plutôt à 2500 $ par an en fonction de la taille de votre cluster et de vos données, évidemment. Donc voilà, et un dernier exemple, un peu plus encore prod ready, on va dire, où cette fois on oublie complètement cet aspect où c'est les utilisateurs qui uploadent eux-mêmes leurs fichiers et qu'on est dans le cadre d'une entreprise où c'est un administrateur qui décide quel document on met dans le vector store et puis c'est les utilisateurs qui posent des questions dessus. Vous voyez qu'on a une partie data ingestion donc qui va refléter cet aspect, c'est l'admin qui choisit les données. Donc voilà, on dépose les données quelque part, c'est traité de façon serverless, on a du cryptage et puis au niveau du chatting, les utilisateurs ils se connectent à un site web via un Content Delivery Network. Il y a une phase d'attente et puis il y a aussi du serverless pour obtenir les réponses à chaque fois. Là-dessus, au niveau de l'estimation, voilà 3 000 $ de l'année. Mais il y a encore également beaucoup de variables qui rentrent en compte là-dedans. Je vous les ai listées ici, mais au moins ça vous donne une estimation grosse maille de ce que ça peut coûter ce genre de projet. Voilà, j'en ai fini avec la partie coût, on arrête de parler d'argent, on parle d'autre chose. Je vais vous parler d'un paramètre qui s'appelle la température, peut-être le connaissez-vous déjà. C'est un paramètre qui va vous être utile pour affiner les réponses que vous allez obtenir de votre LLM. C'est un paramètre numérique, situé entre 0 et 1, alors vous imaginez vraiment ce curseur, et plus vous allez le rapprocher de 1, plus vous allez obtenir des réponses qui sont dites créatives, alors peut-être qui utilisent des mots un peu plus rares ou un vocabulaire un peu plus exotique. Et à l'inverse, quand vous allez le rapprocher de 1, vous allez, alors c'est un grand mot déterministe, mais obtenir des réponses qui sont un peu plus classiques et qui semblent se rapprocher et aller toujours dans la même direction. Par exemple, un LLM, si vous lui envoyez le ciel est, et que vous le laissez compléter, si vous mettez une température proche de 0, probablement il va vous répondre le ciel est bleu. Si vous l'envoyez plutôt de ce côté-là, probablement il va vous répondre quelque chose comme le ciel est clair-obscur ou le ciel est corail ou je ne sais quoi.
Donc voilà, ça en fonction de votre cas d'usage, ça peut être un paramètre facile à utiliser sur lequel vous pouvez influer. Et quelle valeur partir, utiliser pour partir? Je vous conseille 0,7. D'expérience, c'est la valeur avec laquelle j'ai quasiment terminé chacun de mes projets, mes collègues également, et c'est également souvent la valeur par défaut de pas mal de LLM, donc ça donne un bon indice de là où on peut partir. Ok, dernier point, je voudrais porter à votre connaissance l'existence de deux outils qui s'inscrivent complètement dans l'écosystème de LangChain, d'ailleurs comme leur nom l'indique, LangServe et LangSmith, et qui sont là pour vous aider à, lorsque vous avez construit un POC de ce genre d'application, à passer l'étape du POC et à l'emmener en production. Comment? Grâce à LangServe, qui va vous aider à déployer ce que vous avez construit sous la forme d'une API REST, et du coup bien s'intégrer dans votre SI. Et avec LangSmith, qui va permettre de rajouter sur tout ce que vous avez construit une couche d'observabilité, et du coup de pouvoir faire de l'évaluation, de pouvoir faire des tests, de pouvoir monitorer ce que vous avez, et surtout débugger lorsque vous aurez des soucis. Donc voilà, ces deux outils plutôt récents, vous voyez, octobre 2023, c'est sorti un an après LangChain, mais LangChain a complètement reconstruit son site pour mettre en avant ces deux outils, donc c'est vraiment des choses sur lesquelles je vous conseille de vous pencher. Ok, et écoutez, je suis quasiment arrivé au bout, il me reste juste à faire une petite conclusion, un peu sous la forme de feedback. Alors j'ai pas été très original sur le coup, j'ai fait les points positifs et les points négatifs. Du côté des points positifs, c'est des technos que j'ai trouvé hyper intéressantes. En tant que développeur, on est vraiment sur des choses récentes, presque à la pointe de la technologie, des sujets actuels. Donc c'est assez stimulant comme sujet sur lesquels travailler. Un argument peut-être plutôt commercial ou qu'on peut utiliser pour l'adoption de ce genre de projet. Une fois qu'on a construit un projet sur un scope bien défini, ça va être hyper simple de le répliquer sur un autre cas d'usage parce qu'il y a assez peu finalement de choses à changer lorsqu'on va changer de use case. Bon, également, vous voyez qu'on obtient des bons résultats. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la démo, mais on retrouve les infos que l'on cherchait. Et puis LangChain en lui-même, c'est plutôt un outil sympa grâce à cette capacité à interchanger différentes briques. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, il n'est pas capable de faire que ce que je vous ai montré. Vous pouvez également faire de l'analyse de documents structurés ou de la synthétisation de texte et plus encore. Du côté des points plutôt négatifs, je dirais, en fonction des modèles qu'on utilise, ça peut vraiment être la nuit et le jour. Au début de mes projets, je suis parti sur beaucoup de modèles open source et j'arrivais à des solutions qui vraiment ne fonctionnaient pas. J'avais des réponses fausses, j'avais des phrases qui s'arrêtaient au bout de 2 mots et je m'étais posé la question, mais où est-ce qu'il y a le problème dans mon application? J'ai suivi le tuto mot pour mot, sauf le fait que je n'avais pas utilisé un modèle payant et que je n'avais pas envie de rentrer ma carte bleue. Mais vraiment, le modèle peut faire changer beaucoup de choses. Donc si jamais ça ne marche pas pour vous, dites-vous, ok, je teste un autre modèle avant de me dire que c'est de ma faute et que j'ai fait n'importe quoi. C'est des outils hyper récents. LangChain vient tout juste de passer en version 0.1. Il a été pendant plus d'1 an et quelques mois en version 0.0. quelque chose. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est récent et c'est peut-être pas forcément complètement sec encore. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, la Retrieval Augmented Generation, c'est un workflow qui n'est pas fait pour faire de la synthétisation de texte. Ça peut fonctionner sur des petits fichiers, vous pouvez avoir des bribes de résultats, mais vous voyez que en lui-même, comment c'est construit, cette idée d'aller récupérer des morceaux de documents, c'est pas fait pour répondre à ce besoin-là. Mais il y a d'autres workflows qui sont pas plus compliqués que ça, qu'on peut implémenter, et qui sont là vraiment pour répondre à ce besoin-là. Du côté des défauts partie ML, bon, on l'a dit, au niveau des coûts, c'est assez imprévisible, bien qu'on peut avoir des estimations, pardon. On a toujours des modèles providers qui n'ont pas de SLA, donc c'est ce fameux Service Level Agreements qui vous disent que le modèle est disponible dans 99,9% du temps. Et du coup, ça peut être un frein à l'adoption, surtout en production. Également, il y a toujours ce gros problème, comment mes données sont utilisées. Bon, là, malheureusement, je n'ai pas de réponse magique à vous donner, j'aimerais bien. Mais je vous encourage à lire des documents comme par exemple les EULA, qui sont les End User License Agreement, et qui contiennent généralement cette information, et qui ne sont pas forcément des documents hyper longs, ça peut faire une dizaine de pages ou 20 pages, mais ça contient généralement l'information. Puis au pire, si vous n'avez pas envie de les lire, vous faites une application et puis vous lui posez des questions dessus. Et enfin, un dernier petit point, peut-être
probablement le plus important que j'ai envie de vous transmettre, en tout cas, j'avais pas du tout cette idée-là en commençant ce projet-là, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, c'est que par nature, ce genre d'application, vous faites face à un danger, c'est les prompt injection. Alors généralement, on les connaît à travers les injections SQL, donc ces fameux formulaires, vous demandez à quelqu'un de remplir un nom, prénom, et puis il écrit drop all database, etc., etc. Là, c'est pas tellement ce genre d'injection-là auquel je pense, c'est plutôt des injections qui vont faire en sorte que l'utilisateur arrive à obtenir des informations qu'a le chatbot à sa disposition, mais que vous n'avez pas forcément envie de transmettre à l'utilisateur. Un hyper bon moyen de se sensibiliser à ça et de vraiment comprendre les enjeux, c'est de jouer à un petit jeu qui s'appelle Gandalf. Je crois que le site s'appelle gandalf.io ou quelque chose comme ça. Et vous êtes face à un chatbot qui a reçu un mot de passe. Et au niveau 1, vous lui demandez le mot de passe et il vous le donne. Et ensuite, vous passez au niveau 2 et il a reçu quelques consignes supplémentaires pour justement éviter de donner le mot de passe quand on lui pose la question. Mais vous allez trouver que finalement, en lui demandant la première partie du mot de passe et dans une deuxième question, en lui demandant la deuxième partie du mot de passe, et finalement, il va vous cracher le morceau également. Et vous allez passer au niveau 3, etc., etc., et trouver que finalement, en fait, il y a toujours un moyen, en passant lettre par lettre ou en demandant s'il y a tel caractère, etc., de trouver quel est le mot de passe et que vous avez toujours un moyen de détourner, de réussir à arriver à vos fins. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et de penser aux dangers que cela pourrait impliquer en fonction de vos différentes données. Eh bien écoutez, j'en ai fini avec la présentation. Donc un chat GPT sur vos données, comment ça marche. J'espère que maintenant vous faites plutôt cette tête-là. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment pour vous de poser les questions. Et dans tous les cas, de ne pas hésiter à échanger avec moi sur le stand Hippon ou par LinkedIn. Et puis me donner un petit avis, ça me fera très plaisir. Donc merci sincèrement de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci. Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'un de mes collègues.